Bonsoir à tous. Merci d'être à ce rendez-vous régulier de la bibliothèque de Mériadeck. Il s'agit, comme vous le savez, d'un cycle de présentation des maisons d'édition de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n'en compte pas moins de 220 ou 225, j'ai plus le chiffre en tête tellement il y en a. Et puis, à l'occasion de la présentation de cette maison d'édition ce soir, c'est le festin, nous aurons la joie d'accueillir un des auteurs de cette maison d'édition, qui nous emmènera sur des sentiers un peu sanguinaires, dirons-nous, de la vie bordelaise depuis 2 siècles à peu près. Mais on reviendra sur son œuvre tout à l'heure. Dans un premier temps, je crois qu'il serait intéressant que Thomas Leverjat Mathieu, ça fait rien, c'est un évangéliste quand même, nous présente un petit peu les éditions du festin. Est-ce qu'on peut parler de poids lourd de l'édition régionale? Parce que quand on dit le festin, on pense à une multitude de supports. Il y a des magazines, il y a des livres, il y a des hors-séries, il y a des publications régulières, enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, alors un poids lourd, j'espère, mais effectivement, le festin est à l'origine et toujours et avant toute chose une revue trimestrielle qui est consacrée au patrimoine de notre région et aux cultures et au folklore de Nouvelle-Aquitaine. Donc, au départ de l'histoire, c'était en 89. Il y a Xavier Rozan, accompagné de quelques comparses de lycée, se lance dans une aventure un petit peu de fanzine, savant et généreux, qui serait dans le but de démocratiser le plus de connaissances sur notre environnement direct. Donc ils ont quand même pressenti déjà, anticipé cet attrait pour le patrimoine et certaines richesses qui étaient jusqu'alors l'apanage, encore une fois, du monde universitaire, qui était plutôt difficile d'accès, verrouillé par un verbiage assez savant. Et donc, eux, assez huluberlus, la petite vingtaine, ils ont décidé de casser un peu ces codes-là et de rendre accessibles les beaux-arts, l'architecture au plus grand nombre. C'est ainsi que donc, la revue est née. Et donc là, on en est au numéro 126 cet été, qu'on est en train de boucler. Le rythme de parution? Alors, le rythme, c'est un trimestriel, donc c'est une belle revue. Dont on a un exemple ici en haut, peut-être, non, ou c'était un hors-série? Non, ça c'est le dernier opus de la revue. Donc c'est une belle édition d'abord, enfin en termes d'objets, en fait, d'objets livres, ce qu'on pourrait rapprocher d'un MOOC, hein, quelque chose d'hybride entre quelque chose de presse et éditorial. Toujours un dos carré? Oui, dos carré collé avec une impression en couleur, avec un soin particulier apporté et à la précision, à la rigueur des textes, mais également, si ce n'est quelque chose de fondamentalement complémentaire, c'est la qualité de l'iconographie qui a toujours été très présente au festin. C'est-à-dire qu'il y a un soin particulier à l'image, au traitement, à la fois dans la nature des images qu'on va chercher. Donc il y a beaucoup de cartes, des photos, des gravures, des documents anciens. Et on leur apporte un véritable soin. On fait encore appel à un service de photogravure, quelque chose qui appartient hélas quasiment au monde préhistorique aujourd'hui dans la presse. En tout cas, nous, on essaie toujours de garder et on a cette croyance forte en la nécessité de présenter une revue de qualité. Et la qualité, c'est évidemment le propos, mais c'est aussi l'objet et la qualité d'impression du papier. Donc c'est une revue qui est imprimée en Gironde et qui fait appel à tout un panel d'auteurs et d'autrices qui sillonnent tout le territoire. C'est-à-dire que vous avez un comité de rédaction et oui. Comment vous choisissez vos sujets? Alors on se réunit effectivement de manière collégiale, donc on est une structure, il y a 14 personnes qui travaillent à temps plein au festin, qui sont donc mobilisées, ça fonctionne un petit peu à l'athénienne, hein. On se réunit autour de la table, on essaie de définir comme ça le plus en amont possible le contenu éditorial, et donc on échange, donc chacun a voix au chapitre. Et donc
Donc il y a des initiatives, des propositions personnelles. Des fois, nous sommes heureusement sollicités parce qu'il y a effectivement une idée de marque, ou en tout cas une identité du festin dans la région qui au fil du temps s'est enracinée. Et il y a comme un travail qui est toujours bien perçu et la qualité toujours soulignée. Donc on a heureusement des auteurs parfois qui pensent à nous, qui nous envoient leurs manuscrits. De temps en temps, c'est des beaux livres comme celui de Daniel. Et puis aussi, il y a des articles du monde universitaire, des auteurs d'horizons très différents qui nous sollicitent. Donc ça, c'est l'origine du festin, voilà, le magazine trimestriel. Voilà, en fait, et à partir de là, vous avez engagé une politique de diversification, de développement des activités. Mais toujours avec le papier, toujours sur le papier. Toujours sur le papier, voilà. Et effectivement, même passion, mais pas le même maillot, comme disent les footballeurs. On a aussi développé au fil du temps une collection plus éditoriale. C'est-à-dire qu'en parallèle de cette revue, qui au final, c'est le navire amiral en fait, du festin, tout part de la revue. Tout est architecturé à partir de cette revue. Mais voilà, on a développé des collections de littérature. Donc on a des auteurs plus ou moins connus qu'on est allé chercher, des auteurs de la région, on est allé redécouvrir comme ça un travail un peu d'archéologie dans le patrimoine littéraire. On a aussi des hors-séries qu'on réalise avec des départements, des communes, des guides qu'on essaie comme ça de renouveler. Et on a toute une série de collections d'ouvrages, donc on publie jusqu'à 20 titres par an, en plus de la revue, effectivement. Donc la revue une fois par trimestre, des suppléments, des hors-séries, combien par an à peu près de sorties? C'est variable, hein. Il y a des années qui sont plus fécondes que d'autres, mais on est toujours sur entre 3 et 5 hors-séries, je dirais, par an. Et puis maintenant, donc, vous êtes passé au stade de l'édition de livres. Voilà, parce que le patrimoine est... En fait, il n'y a pas une notion monolithique du patrimoine, ça ne veut rien dire, et heureusement. Donc il y a tout un tas de sujets qui ont une articulation qui se fait de manière plus logique à travers un livre. Et donc c'est la raison pour laquelle on a été enclin à aller alimenter ce côté protéiforme, en fait, parce que on propose des collections, tout ne peut pas forcément rentrer ni être traité dans une revue ou dans un hors-série. Des fois on a besoin de prendre son temps, des fois on a besoin de laisser le texte s'exprimer, des fois on a besoin d'avoir plus d'images, de la cartographie. Donc c'est très combien de collections et sur quelle thématique ces collections? Alors il y a vraiment beaucoup de collections, c'est une maison qui est assez gourmande, et là je serais assez incapable de vous répondre d'une manière très précise sur le nombre de collections, mais je peux vous citer une collection. Alors, il y a les paysages par exemple, qui est une collection de littérature, qui donne vraiment à voir et à lire en fait un sens descriptif d'une atmosphère, d'une région. Donc on peut travailler sur des œuvres, par exemple là on a récemment sorti un livre autour de George Sand et de l'empreinte en fait de ses voyages dans la région, dans le Grand Sud-Ouest. Et donc c'est plutôt revisiter l'œuvre d'une écrivaine ou d'un auteur à travers son lien en fait affectif à la géographie. Nous avons aussi les petites mythologies, qui est une nouvelle collection. Daniel Salmon donc, a commis l'opus 0, un bel ouvrage. Donc, qui est plutôt, cette collection elle est plutôt dédiée à des propositions sur une ouverture aux faits divers, au folklore, aux mythes, une espèce de parler populaire aussi. On essaie d'ouvrir comme ça des collections pour ne se refermer aucune porte en réalité. Et donc vous faites à la fois ce qu'on appelle les beaux livres, des livres dans ce format, celui dont nous allons parler tout à l'heure. Vous essayez de varier un petit peu les formes de livres. Oui, en fait, une maison d'édition, je pense qu'elle doit pouvoir savoir faire des livres très rapides, des livres très lents, des livres à l'ossature très impressionnante, très paginés, très roboratifs, et des livres aussi
de petits formats, plus modestes. Donc on essaie de travailler sur ces... Vous savez, Rousseau, souvent, quand il essaie de poser les principes de l'édition, il parlait de péréquation, c'est-à-dire la nécessité d'avoir du temps long, du temps court, et des ouvrages comme ça de fond, et des ouvrages qui doivent venir en résonance avec un thème plus ou moins d'actualité. Donc on essaie comme ça d'être comme, comment dirais-je, un petit peu tentaculaire, savoir en fait s'adapter un petit peu à tout et être en mesure de proposer des objets différents. Et vous vous distribuez de quelle façon? Parce que c'était une question importante pour une maison d'édition, la distribution. Oui, c'est l'enjeu capital. Faut être présent sur le plus de points de vente possible ou pas, ou limiter ces points de vente. Puisque vous avez une revue, vous pouvez aussi avoir des abonnés. Alors il y a des abonnés, les abonnés sont peut-être la richesse fondamentale du festin, c'est ses abonnés. Elle vit grâce à ce tissu en fait de lecteurs et de lectrices qu'il y a en fait dans la région et ailleurs. Et donc nous avons aussi des manifestations, on propose des événements autour d'articles, autour de parutions, autour d'anniversaires. On essaie toujours d'activer cette communauté et d'avoir cet ancrage, écrire et de publier. En fait, c'est toujours la question de la réception, à qui on s'adresse. Et le festin s'adresse à un public, mais aussi est constitué, parce que nous sommes une association, et une association qui permet aussi, dans ses multiples casquettes, et qui donne large part en fait, à des adhérents, à des abonnés, à des gens qui sont dans une forme de militantisme avec nous, qui partagent nos publications et qui nous alimentent beaucoup. On a beaucoup de propositions aussi, d'idées qui nous viennent de ces rencontres avec le public, par exemple. Au moment de la création, donc en 89, on était en Aquitaine. Aujourd'hui, on est en Nouvelle-Aquitaine. Oui. C'est-à-dire que les régions Limousin et Poitou-Charentes sont venues grossir la région Aquitaine. Est-ce que ça vous a amené à modifier, à amplifier la couverture régionale que vous faisiez, soit dans vos livres, soit dans vos revues ? Alors oui, on a été face à un nouveau pari, un nouveau challenge qui était historiquement, on était basé dans cette Aquitaine avec une inclinaison naturelle pour les sujets autour de Bordeaux, puisque c'est une maison qui est née à Bordeaux, mais qui a toujours été curieuse des départements alentours. Et donc là, effectivement, dans ce virage, un petit peu dans cette mutation du découpage du territoire, ce magnifique découpage d'énarques, il a fallu réfléchir et intégrer des nouveaux départements, mais qui ont bien des liens. Et aujourd'hui, on a évidemment un traitement égalitaire, mais aussi on leur fait toute une place en fait affective aussi forte. Et c'est vrai qu'on est peut-être encore moins identifié dans les Deux-Sèvres ou en Creuse qu'autour du bassin Crachon ou à Bordeaux. Mais en tout cas, on est très très curieux de ces départements et on tisse de plus en plus de relations et on creuse, on noue beaucoup de partenariats avec le Limousin, avec les Charentes, Charente-Maritime par exemple. Alors une question un peu incidente, est-ce que vous avez le sentiment que la région développe une politique du livre? Vous êtes les premiers concernés. Ah, c'est une question facile, ça. Oui, bien sûr. On n'a pas 225 ou 230 maisons d'édition dans une région sans qu'il y ait quelque part des circonstances favorables pour ça, non? Alors, je crois qu'il y a toujours eu un appétit et une curiosité déjà pour le livre, et c'est une tradition, je pense, aussi française. Et on a aussi un modèle économique qui est très, très spécifique et unique via le dispositif de la loi Langue qui donne au livre en France un titre et un statut qui est tout à fait particulier, d'une part. Et d'autre part, il s'avère qu'il y a une foisonnance effectivement d'éditeurs en Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, vous avez sorti un chiffre qui est assez conséquent. Et donc oui, il y a une effervescence et nous avons aussi un soutien. Et pour revenir au festin, la revue bénéficie du soutien de la région et du département et d'autres partenaires comme la DRAC pour justement nous aider à tenir en fait cette cadence, qui était quand même une mission quand même de pouvoir sortir tous les 3 mois une revue dédiée aux cultures et au patrimoine de Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, on bénéficie d'un soutien qui est bel et bien tangible. Très bien.
Ben écoutez, merci pour cette présentation. Donc, le principe de nos rencontres, c'est que la maison d'édition vient avec un auteur. Donc, présentez-nous cet auteur, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Alors, Daniel Salmon fait partie, je pense, peut-être vous me couperez si je... Enfin, me couperez pas avec la hache... votre loup. Oui, parce qu'il pratique beaucoup cet instrument. Mais je crois que Daniel est avant tout un lecteur du festin, qui en fait est quelqu'un de très curieux, qui a traqué quand même beaucoup d'archives et qui a eu l'idée de nous faire une proposition. Donc je crois que le cheminement de son manuscrit, et peut-être c'est quelque chose dont on pourrait parler, qui est toujours assez intéressant, c'est la trajectoire en fait de son texte. Je crois que Daniel répondra sûrement bien mieux à cette question. Mais avant tout, il nous a fait une proposition éditoriale, et donc on a été séduit par son approche. Et donc c'est comme ça qu'a débuté cette relation de travail avec Daniel. Donc je peux présenter Daniel. Je sais que Daniel est né en 1946. Il a travaillé, il a une riche carrière d'ingénieur derrière lui. Donc pas du tout une profession littéraire. Pas du tout, ni littéraire, ni juridique. Ni d'historien. Ni d'historien, pas du tout. C'est qu'une aventure de curieux. Alors dites-nous, comment vous en êtes venu à vous intéresser à 200 ans d'histoire criminelle à Bordeaux? Bien, bah, écoutez, et à vouloir en faire un livre. Ouais. Avant toute chose, je voudrais dire que je suis content de cette journée, de cette soirée, parce que la bibliothèque de Bordeaux, pour moi, c'est très important. Je voudrais les remercier pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un lecteur assidu et que je viens régulièrement ici. Et j'ai trouvé aussi beaucoup d'entente pour les recherches. Parce que toutes ces anecdotes-là, toutes ces histoires, évidemment, ont demandé pas mal de temps de recherche. Donc j'ai toujours été bien accueilli ici, n'est-ce pas? Je pense à certaines personnes ici qui m'ont bien aidé. J'ajoute que depuis quelque temps, il y a la base de données Séléné. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, où on a beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc voilà, alors ça c'est le premier remerciement que je voulais faire. Le deuxième c'est pour mon éditeur, mais je ne voudrais pas paraître un peu faillot. Là, donc moi c'est une histoire, une aventure toute simple. Hein. Je me suis intéressé, je m'intéresse comme beaucoup de gens aux faits divers, mais je m'intéresse aussi aux lieux. Et j'aime bien savoir où se sont passées les histoires. Et par curiosité, aussi bien où se trouvait la guillotine à Bordeaux, où il y a eu des meurtres ou des maisons, on voit encore. Et comme je le dis souvent, maintenant je ne peux plus me balader dans Bordeaux sans voir à chaque porte, dire tiens, ici il y a un type qui est mort, là-bas il y a sa femme qui lui a tiré dessus. Enfin bon, donc ça fait des promenades un peu sympa, un peu curieuses. Donc toutes ces curiosités m'ont amené à traquer des archives. Il faut être à la retraite, oui, hein, franchement, pour faire ça. C'est l'expression qui est employée dans la 4e de couverture. Voilà. Je crois qu'on vous présente comme un traqueur d'archives. Voilà, alors mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je passe ma vie dans les archives, aussi bien papier que numérique. Et j'ajoute que depuis quelque temps, on a accès maintenant à des ouvrages numérisés, notamment à la presse, parce que à la bibliothèque de Bordeaux, il y a la presse locale, mais elle est sous forme de microfilm. Et ça, c'est très bien, mais ça a pris un coup de vieux quand même. Hein. Et depuis quelque temps, on a la Bibliothèque nationale de France a fait une émanation qui s'appelle Retro News. Et Retro News, c'est toute la presse locale numérisée, alors jusqu'en 1950. Hein. Après, c'est plus difficile. Et là, on a accès, grâce à des moteurs de recherche très puissants, on a accès à des tas d'informations. Et je pense qu'il y a des nouvelles ouvertures qui vont se faire pour tous les gens qui s'intéressent, chercheurs ou historiens ou même curieux comme moi. Donc je suis parti de ça. Et puis j'ai écrit... C'est une passion récente? Ah, pas du tout. Passion ancienne? Non, toujours. Moi, j'ai toujours été passionné pas seulement des crimes. Hein, je suis passionné de plein de choses, tout ce qui est bibliophilie en règle générale. Hein. Bon, voilà, pour simplifier les choses. Hein. Par exemple, je collectionne les livres d'enfants. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Enfin bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc ça m'a amené à écrire des petites histoires très simples, très courtes, dans un format Facebook, parce qu'ils ont été publiés sur Facebook.
à l'origine. Et puis sur un site qui s'appelle Bordeaux, je me souviens. Et donc j'ai publié une 50aine d'histoires comme ça. Puis à ma grande surprise, il y a des gens qui ont trouvé ça intéressant, m'ont envoyé des encouragements. Et il y a des gens qui me disaient, on prend pas notre petit déjeuner tant qu'on n'a pas lu votre crime de la journée, quoi. C'est-à-dire que vous le mettiez sur Facebook au fur et à mesure. Voilà, oui. Un par jour. Mais alors ça m'a amené, bon, ça n'a qu'un intérêt moyen dans l'affaire, mais ça m'a amené quand même à faire un format très raccourci, très simple. Oui, alors... et en plus, il faut absolument illustrer. On s'aperçoit qu'on peut pas aujourd'hui écrire des histoires comme je l'ai fait là, comme ça à la suite, sans aucun rapport. Voilà. Donc ce format-là m'a amené à faire un style. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit une critique de mon bouquin, a dit que c'était un style compendieux. Mot que j'ignorais pour dire la vérité. Et compendieux, ça veut dire sobre. Voilà. Donc c'est vraiment écrit dans cette idée-là. Il faut dire que vous traitez 53 crimes de sang à Bordeaux, entre 1787 et 1960. Voilà, alors il n'y a pas que des crimes de sang, mais en fait, j'en ai repéré, en faisant ces recherches, plus de 200. 200. Et donc, dans ces dans cette période-là, période qui est très facilement accessible par la recherche numérique. Il faut être honnête, parce que après 1950, après la libération, c'est Sud-Ouest, et Sud-Ouest est numérisé. On peut y accéder à la bibliothèque de Bordeaux, mais c'est assez compliqué, il faut dire ce qui est, parce que les moteurs de recherche sont enfin, c'est pas de la faute de la bibliothèque, hein. C'est comme ça. Les moteurs de recherche est compliqué. Il est beaucoup moins facile à utiliser que celui de Retro News. Donc, sur ces 200-là, j'en ai repéré une 50aine qui me semblait présenter un peu d'intérêt. Il y en avait une dizaine qui étaient incontournables, parce que bon, c'est des crimes ou des affaires qui avaient connu une importance nationale, hein, un très fort retentissement. Donc ceux-là, je ne pouvais pas passer à côté. Et puis il y en a une quarantaine d'autres que j'ai repérés, avec lequel avec le festin, on s'est mis d'accord là-dessus pour essayer d'avoir une représentation un petit peu de la ville. Bon, alors, je n'ose pas dire une opération sociologique, mais une idée un petit peu de tous les quartiers, de la vie telle qu'elle était. Voilà. C'est avec votre éditeur que vous avez déterminé la liste des non, sujets pas vraiment. J'ai fait une proposition au festin qui l'a accueilli, et donc après on a travaillé sur les textes un petit peu. Il y avait certaines histoires que l'éditeur trouvait un peu justes. Il y avait des mots, j'employais des mots du parler populaire, et c'est précisément une question que je vous voilà. Alors, dans les textes, vous utilisez un vocabulaire, je ne vais pas dire un peu désuet, mais disons plutôt ancien. Vous parlez d'arsouille, bon, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant. Vous parlez de macro pour les proxénètes, c'est un mot qu'on utilise peut-être encore. Ou bien de pierreuses. Alors je me suis interrogé, qu'est-ce que ça veut dire, les pierreuses? Les pierreuses, c'était des prostituées un peu de bas niveau. Vous parlez aussi d'automédon. Oui. Un automédon, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien chauffeur. D'accord. Vous voyez, donc dans ces pages, on retrouve un certain nombre de... Alors j'en ai fait exprès, oui, évidemment. J'avais compris. Je ne suis pas un fanat de l'argot, parce que je trouve que l'argot, c'est trop restreint. Par contre, le parler populaire, je trouve ça formidable. Et les maisons agro-numéros, des choses comme ça. Et j'ai appris avec satisfaction qu'il y avait un film qui sortait cette semaine sur les Apaches. Alors, il y a une histoire d'Apaches. Voilà, c'était le mot courant à l'époque, et donc plus personne ne sait ce que sont les Apaches. On en a parlé dans le film Casque d'Or, hein, je ne sais pas si ceux qui l'ont vu. Et donc là, il y a les Apaches. Et là, j'ai appris que dans les jours, là, ces jours-ci, je crois, demain même, il y a un film qui sort sur les Apaches. Donc vous voyez, les mots ne sont jamais morts. Les bandes d'Apaches, c'était plutôt pour la région parisienne? Ah, pas du tout, non, pas du tout. Dans la presse locale, on en parle fréquemment. On dit les Apaches de la place, alors pas de la place de la Victoire, parce que ça s'est appelé la Victoire en 14, mais avant on parle déjà des Apaches, oui. D'accord. Alors justement, vous parlez de la place de la Victoire. Est-ce qu'il y a une géographie bordelaise du crime? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des quartiers plus que d'autres? Je ne crois pas. Alors, l'ancien quartier Mériadec,
Ah bah, oui, non, mais là c'est... Vous le citez à un certain nombre de reprises. Oui, alors... Des affaires. Oui, je pensais que vous vouliez rapprocher ça de la vision d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de quartiers plus propices que d'autres. Moi, j'en ai pas repéré peu, les crimes, même à Bacalan, il y en a pas tant que ça. Disons que le centre-ville était très délimité, puisque la place Gaviniès, qui est à côté d'ici, en 1870, c'était la campagne. Hein. Donc, évidemment, il y a beaucoup de crimes qui se passent dans la ville de Pierre, disons, pour simplifier les choses. Hein. Voilà. Enfin, l'ancien quartier de Mériadec, concentré quand même à son... L'ancien quartier de Mériadec, effectivement, on oublie, la mémoire collective oublie beaucoup de choses, mais on a oublié que Bordeaux était un port très important au 19e et même un peu au 20e siècle, et au 19e siècle, au 19e, Bordeaux, c'était vraiment une ville portuaire, avec, je pense, un des plus importants ports d'Europe, hein, c'était très important. Donc, qui dit port, dit... alors évidemment c'est pas systématique, mais tripot, prostitution, et donc effectivement le quartier Mériadec, l'ancien quartier de Mériadec dans lequel nous sommes presque là, était un quartier qui a connu ses heures de gloire, disons dans les années 30. Hein. Là effectivement, mais ça n'a jamais été, enfin je pense pas, un lieu de mafia, si vous voulez. C'était plutôt une prostitution basique, des trafics, des petites choses comme ça, quoi. Bon, ça... Donc effectivement, s'il n'y a qu'un quartier dans lequel il s'est passé plus de choses que d'autres, c'est l'ancien quartier Mériadec. Alors on retrouve aussi dans votre livre des personnages, pas seulement des lieux bordelais, mais des personnages. Je pense notamment à l'histoire du directeur du Trianon. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce brave homme? Eh bien, alors, c'est curieux parce qu'à quelques années d'intervalle, il y a eu deux histoires qui ont concerné des gens du spectacle. Avec le directeur du Grand Théâtre. Alors, le directeur du Grand Théâtre, et quelques années plus tard ou avant, enfin, c'est dans la même décennie, je pense. Hein. Alors, pour en revenir au Trianon, il y a simplement eu une dispute qui a mal fini, hein, entre un type qui était le gérant, qui était un artiste bordelais très apprécié, là, et le théâtre, le Trianon, a été racheté par quelqu'un qui était à Proguin, dit-on, enfin qui était très difficile, et qui a voulu le mettre à bas. Et ce gars-là, qui s'appelait Labonal, là, si je me souviens bien, il a tué celui qui le martyrisait et qui disait qu'il allait mettre sa femme sur le trottoir. Donc il l'a tué, et il a bénéficié de la sympathie bordelaise, puisque lors de son procès, il a été acclamé, et il est sorti libre, ce qui est incroyable. Hein. Voilà. Alors, et quelques années auparavant, pour finir l'histoire, là, sur le directeur du Grand Théâtre, qui vivait une double vie avec une maîtresse, mais c'était tout le monde le savait à Bordeaux, hein, mais sa femme légitime, qui était une artiste du Grand Théâtre, hein, elle en a eu marre et elle l'a tué sur le trottoir de la rue Lafayette. Voilà. Parce qu'il faut bien dire que dans votre livre, il y a des meurtriers, mais il y a aussi des meurtrières. Ils sont quand même minoritaires. Quand même. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Il y a des empoisonneuses aussi. Ah oui, mais là, c'est autre chose. Des crimes de famille. Non, effectivement, il y a quelques femmes. Oui, il y avait quand même beaucoup d'affaires passionnelles. Hein. C'est pour ça que je me trompe un peu dans la réponse, là. Tandis que la meurtrière par empoisonnement, les 2 ou 3 affaires empoisonnement, dont la plus célèbre a inspiré Mauriac, hein, Thérèse d'Esquerot, l'autre qui était une femme qui a toute ma sympathie, hein, qui s'appelle Elisabeth Ducournau. Et Elisabeth Ducournau, elle tenait un bar rue des Forts, et avec son premier amant, elle a empoisonné sa mère, et avec son deuxième amant, elle a empoisonné son mari. Et elle a été retrouvée, évidemment. Elle a passé en procès, et son procès était l'objet d'un vaudeville. C'est vraiment les procès-verbaux qu'on donnait, ou même les indications
les indications qui sont données dans la presse, là, c'est assez drôle. Merci de vous diriger vers les sorties. La bibliothèque ferme ses portes à 19h précises. Non, mais nous, on va continuer jusqu'à... Oui. Donc, cette femme, elle a eu un procès qui a été particulièrement pittoresque, là, elle a été condamnée à mort, néanmoins. Mais il y avait depuis 50 ans qu'aucune femme n'a été exécutée en France, parce qu'on exécutait assez peu les femmes. Elles étaient d'abord moins criminelles que les hommes, ensuite moins condamnées, et ensuite elles étaient graciées de façon à peu près systématique, enfin pas à peu près, tout à fait systématique. Malheureusement, cette femme n'a pas eu de chance, parce que lorsque c'était en 1941, Pétain arrive au pouvoir, et Pétain a dit il n'y a aucune raison de la gracier. Donc elle a été guillotinée, elle s'y attendait pas. Elle a été guillotinée à l'intérieur du fort du Ha, donc pas très loin d'ici, hein, où il y a l'école de la magistrature maintenant. C'était l'époque où les exécutions se faisaient en petit comité, parce qu'avant c'était en public. Et donc elle a été exécutée en petit comité, à moitié nue, elle s'est débattue, il a fallu l'attacher, enfin ça a été épouvantable. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, la guillotine tient une certaine place dans votre ouvrage, vous y revenez, et notamment par un petit additif à la fin de l'ouvrage sur la guillotine à Bordeaux. Vous racontez un peu un certain nombre d'exécutions qui ont eu lieu, en public jusqu'à une certaine époque, et à huis clos, si l'on peut dire, ensuite, avec ce fait que vous rapportez du dernier condamné à mort qui finalement n'a pas été exécuté. Le dernier condamné à mort à Bordeaux, c'était une décision de la cour d'assises, je crois en 1977. Oui. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce garçon ? Alors, il s'appelait Monsieur Portet, c'est un type qui avait tué un gendarme ou un policier à Libourne. C'était un type très désagréable. Alors, il n'a pas été jugé à Bordeaux en appel. Hein, je ne sais plus où, mais c'est pas à Bordeaux. Et en appel, pour sa défense, il a fait appel à Badinter, qui lui a sauvé la vie, comme il a sauvé à plusieurs personnes. Faut dire, Badinter a dit plus tard, c'est l'un des types les plus désagréables que j'ai jamais rencontrés. Donc il a fait son rôle de défenseur. Voilà. Donc lui, il est passé à travers, il a fait sa peine en prison et il a été libéré à la fin. Bon, voilà. Alors, il y a une autre affaire que j'avais notée, dont on pourrait dire que c'est un peu une affaire d'Outreau à la Bordelaise. Oui. Alors, tout à l'heure vous disiez que ce livre ne parlait que de crimes de sang, ce qui n'est pas vrai, puisque ce crime-là, c'était pas le cas. C'est le seul, hein, c'est un cas particulier. Effectivement, ce qu'on a appelé le scandale de Bordeaux, c'était une affaire très très importante. Elle a été importante à plusieurs titres. D'abord parce que c'était une des premières affaires où on acceptait la parole des enfants, dans des conditions... fin du 19e. Oui, c'est à peu près... Voilà, 1880. C'est donc une des premières affaires où on acceptait la parole des enfants, encore que ça a été très difficile. Et puis, ce qui était aussi... c'était très médiatisé, parce que le propriétaire d'un des journaux de Bordeaux, je ne sais pas si c'est la Gironde ou la Petite Gironde, avait mis au point un système télégraphique, enfin, je ne sais pas trop quoi, mais qui permettait d'avoir une diffusion quasiment en temps réel. Donc, ce procès a été très connu à l'échelon national. Et puis, effectivement, c'est une affaire sordide qui mettait en cause plusieurs personnes de Bordeaux bien pensantes. Et il y en a certains qui ont été condamnés et d'autres non. Mais je crois que si on lisait aujourd'hui, alors, moi je fais un résumé très court, hein, mais si on pourrait faire un bouquin rien que sur cette histoire-là, et si on le faisait, on s'apercevrait qu'aujourd'hui, ça serait insoutenable. On ne pourrait pas le dire, quand on lit les comptes rendus du procès, les enfants étaient vraiment
maltraités, quoi. Hein. Pas seulement physiquement, mais aussi lors du procès, je veux dire. Hein. Leur parole était mise en doute. Hein. Vous voulez dire qu'on ne pourrait pas publier aujourd'hui le texte tel qu'il a été dans le journal d'époque? Voilà, exactement. Enfin, on pourrait le publier, on peut toujours tout publier, mais il faudrait un recul énorme. Hein. Et dans beaucoup d'affaires, alors celle-là c'est la plus typique, mais dans beaucoup d'affaires aussi d'affaires passionnelles dans lesquelles des femmes sont tuées, hein, dans des féminicides, encore que le mot n'existait pas à l'époque, là. Dans ces affaires-là aussi, il y a des choses qui sont dures à lire, quoi, hein, parce que il suffisait que la femme ait un peu des mœurs légères pour que le mari il reparte tranquille. Hein. Bon, donc les temps changent quand même un peu. Et alors il y a un autre, ce sont des petites histoires sur 2 pages, hein. 1 page, 2 pages, 3 pages éventuellement. Il y en a une en 2 actes. Oui. Une seule en 2 actes. Mais il y en a une, moi j'ai trouvé assez passionnante, c'est le Goya dessinateur judiciaire. Oui. Goya a assisté à un procès, oui, et a fait un certain nombre de dessins au cours de l'audience. Ah non, pas du tout. Alors, il n'a pas assisté au procès. Goya, donc, était dans les dernières années, enfin tout le monde le sait, dans les dernières années de sa vie, est venu à Bordeaux et est mort à Bordeaux. Mais Goya était quelqu'un qui était très curieux et il visitait les maisons de fous, il allait un peu partout dans les hôpitaux. Et pendant le temps qu'il était à Bordeaux, il y a eu un type qui a été guillotiné, qui s'appelait Bertha, si je me rappelle bien. Ça plus de mémoire que moi, ouais. Jean Bertha, là. Bon, et ce type-là, Goya a fait 2 dessins. Qui sont très bons, parce que Goya n'était pas habitué à ça, puisque en Espagne on ne guillotinait pas, c'était le garrot pour l'exécution. Donc Goya a découvert la guillotine et sous un de ses dessins il a mis le châtiment français. Non, voilà, si et vous reproduisez ces 2 dessins dans le livre. Oui, parce que ça, c'est quand même... déjà, il y a très peu d'iconographie sur les exécutions même, et Goya, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux quand même. Hein. Et alors, ces 2 dessins sont à l'Ermitage? Alors, ça, c'est curieux parce que... Alors, bon, ça, c'est anecdotique hein, pour l'affaire, mais ces 2 dessins, effectivement, sont dans les archives de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce que, Goya vivait avec une jeune femme, et quand Goya est mort, elle a récupéré des œuvres de Goya, dont la laitière de Bordeaux, qui est au Prado, enfin, plusieurs choses, donc... Et elle a vendu ses dessins je crois que c'était un conservateur espagnol. Et ce conservateur espagnol l'a revendu quelques années plus tard, à un amateur allemand. Et quand les Russes sont arrivés à Berlin en 1945, je crois, plutôt, enfin 45, ils ont mis la main sur un certain nombre de choses, dont les carnets de Goya. Et les carnets de Goya se retrouvent actuellement à l'Ermitage. Mais ils sont publiés, ils sont connus, et il y a une autre maison d'édition, là, qui est les Dossiers d'Aquitaine, qui les a republiés. Voilà, enfin, c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant de voir que Goya s'était intéressé à une exécution capitale. Oui. Vous avez fait le compte des exécutions capitales qui ont eu lieu à Bordeaux pendant la période que vous avez étudiée? Oui. Combien? Alors, moi j'ai repéré 400 personnes guillotinées à Bordeaux, dont 300 pendant la Révolution. 300, la Révolution, c'est 300 têtes, 300 jours. Bon, du 1794, oui, c'est la fin de la terreur. Et après, la peine de mort n'a pas été abolie par la Révolution. Hein. J'en profite pour dire que Guillotin a passé quelque temps à Bordeaux. Hein. Ça c'est autre chose. Et donc après, il y en a eu à peu près 90 sur 180 ans. C'est-à-dire, en gros, une exécution tous les 2 ans. Voilà. Et en précisant que la dernière exécution à Bordeaux a eu lieu en 1960, c'est-à-dire 21 ans avant l'abolition. Alors on parlait des mots, du vocabulaire que vous avez utilisé. Il y en a un qui a attiré mon attention. C'est le titre d'un de vos dossiers, Mort pour 3 champoreaux. Est-ce qu'on sait tous ce qu'est un champoreau? J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un champoreau.
Non. Et honnêtement, je ne le savais pas avant d'écrire l'article. Mais je crois que... vous le savez, monsieur, là? Non, Champorro. Non, un Champorro. Champorro. Ouais. Alors, un Champorro, en fait, c'est un mauvais café. C'était un café qui était avec de l'alcool en Algérie. Le mot est resté. Alors, je ne sais pas si l'inventeur s'appelait Champorro ou pas. Mais, c'est assez... J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je savais ce que c'était qu'un Champorro. Moi, je ne savais pas, franchement. Donc, on a mis... L'éditeur, dans sa grande sagesse, a voulu qu'on mette une petite explication. Oui, d'ailleurs, vous avez quelques appels de notes parfois dans le livre. Oui, oui. Et donc... mais il y a des mots, moi j'ai pas voulu qu'on les explicite trop, parce que je trouve que c'est trop, c'est le parler populaire. Bon, voilà, c'est tout. Il fallait un peu se remettre dans l'ambiance, et voilà. Puis je trouve que les expressions, elles ont leur charme, et il est évident que quand on parle d'une femme de mauvaise vie aujourd'hui, on dit une escort girl. À l'époque, on disait elle donne de jambon pour une andouille. Ça avait quand même une autre allure, quand même. C'est une expression que vous utilisez. Ça a été quand même beaucoup plus passionnant. Oui. Et le travail de l'éditeur dans la préparation de ce livre, alors, il a été très important parce que donc j'ai fait ce travail de recherche, et puis donc j'ai envoyé j'avais aucun contact spécial avec le Festin, mais ils m'ont très bien reçu. Et puis ils ont fait des observations normales, je pense, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets qui étaient trop développés, il y a des mots qui n'étaient pas très explicites, il y avait des expressions un peu anciennes, enfin bon, donc on a fait ce travail-là, et ils m'ont proposé une maquette que j'ai beaucoup aimé. Je ne dis pas ça parce que Mathieu est à côté de moi, mais c'est vrai, j'ai beaucoup aimé la maquette parce que je ne voulais pas qu'on aille vers quelque chose de glauque, quoi. On aurait facilement pu tomber dans le sordide ou le scabreux avec des histoires pareilles, mais non, il y a eu une certaine distanciation. Bon, je ne dis pas que c'est rigolo, hein, mais il y a quand même une certaine distance, un second degré dans la maquette, et ça m'allait bien. Et puis, donc après, il y a eu aussi tout le travail d'iconographie. En précisant deux choses, c'est que l'iconographie, c'est pas si simple que ça en a l'air. Donc j'ai trouvé de l'iconographie dans Séléné, qu'ils ont eu la gentillesse de reporter dans ces... Oui, il faut dire qu'il y a une très belle tribune. Voilà. Une vitrine, pardon, qui est faite par... Voilà. Donc là-dedans, j'ai trouvé de l'iconographie rare, en sachant que la presse a été illustrée de façon systématique après 1920. Avant 1920, bon, je ne veux pas dire qu'il n'existait pas de presse illustrée parce que c'est pas vrai, mais c'était quand même assez rare, hein, et surtout de Bordeaux. Mais donc le gros travail après 1920, c'était beaucoup plus facile parce que là on avait vraiment le portrait des criminels, des victimes, et plus y affinité, quoi. Donc là on avait pas mal de choses, en sachant qu'il y a eu aussi une presse depuis très longtemps, une presse un peu spécialisée dans ce genre de trucs. Parce que les faits divers, ça a passionné la presse depuis toujours. Depuis toujours, dès l'origine de la presse industrielle, dès le Second Empire, les faits divers, ça attirait le monde, ça marchait très bien. Et donc, il y a eu des journaux spécialisés, comme l'Œil de la police, ou Détective, aujourd'hui, enfin, ce genre de choses-là. Et là, effectivement, on trouve des articles intéressants, et en général, qui étaient très bien écrits. Voilà. Donc les Champorro, on n'a pas dit ce que c'était. Si, c'était l'histoire. Ah oui, l'histoire, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui allaient boire un café rue Billaudel, c'est-à-dire dans le quartier d'Ansouti, et puis on leur a servi ce mauvais café. En fait, je pense que il devait avoir des machines à café à l'époque, là, et puis les machines, à la fin de la journée, ils devaient plus remettre beaucoup de café, quoi. Ils devaient servir le café, ils devaient se servir du café qui était passé plusieurs fois. Enfin, j'imagine que c'est ça, puis on mettait peut-être une goutte d'alcool pour faire passer la sauce, là. Et puis, donc, ils se sont fâchés, et puis le patron est sorti et a tué un type, quoi. Et voilà. Donc, il y a eu un type qui est mort pour un mauvais café. Pour un torboyau. Un torboyau, voilà, si on peut dire que ça. Alors, sur les 53 histoires que vous nous racontez, quelle est celle qui vous a le plus marqué ? Alors, Mathieu le sait, j'ai un chéri dans toute cette affaire, c'est Elie Sabid.
C'est Pierre-Vincent Elisabide qui, en 1840, a tué sa maîtresse et ses deux enfants. Alors lui, je l'aime beaucoup parce que c'était un type... c'est une histoire vraiment... Enfin, je ne sais pas si on a 5 minutes, parce que... Oui, bien sûr. On aurait pu écrire un livre sur lui, hein, parce que d'ailleurs, je pourrais le faire, parce que franchement, il m'intéresse. Et j'ajoute que la bibliothèque de Bordeaux, ici, il y a un petit bouquin sur Elisabide, et je suis allé rencontrer les dames ou les messieurs du patrimoine, et ils m'ont dit, voilà, on a un bouquin sur Elisabide, mais il n'a jamais été ouvert. Depuis 1840, il n'avait jamais été ouvert. Alors, comme quoi, ça ne passionnait pas tout le monde, mais enfin bref. Et donc, j'ai dit, mais est-ce que je peux couper les pages pour le dire? Oh, mais il n'y a pas de problème, il faut bien que quelqu'un le fasse un jour. Donc, ce bouquin, il est là, et donc, j'ai pu y accéder. Alors, Elisabide, bon, je vais être assez rapide. Un jour, on trouve un gamin égorgé à Paris, à côté du bassin de la Villette, et personne ne sait qui c'est. À Paris, personne ne sait qui c'est. Il faut dire que pour reconnaître les morts, à l'époque, on les mettait à la morgue et les gens défilaient. On disait, au lieu de passer leur portrait dans le journal, puisqu'on ne pouvait pas en 1840, on disait, vous n'avez qu'à venir à la morgue, et puis là, vous allez défiler, et puis il y a bien quelqu'un qui va le reconnaître. Les gens ont défilé pendant des journées entières, et personne n'a retrouvé ce pauvre gamin. 2 mois après, il y a eu un crime ici, à côté de Bordeaux, à Artigues, près de Bordeaux, où on a découvert une femme qui était morte, et sa fille. Et puis, évidemment, le bruit a couru dans Bordeaux qu'il y avait une histoire comme ça. Et dans un hôtel, un petit hôtel qui est à côté de la place de la Bourse, là, il y a un immeuble ancien, je me demande si c'est pas l'immeuble d'origine, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche là, ça c'est. Enfin, toujours est-il que l'hôtelier a repéré un type là qui avait dormi toute la nuit, toute la journée, qui ronflait comme une machine là, et il a appelé la police, et donc on a attrapé ce type là, et ce type là était comme je l'ai dit, un ancien séminariste, donc avait eu quand même une vie, il a écrit un livre sur l'histoire de Jésus racontée aux petits-enfants, c'est quand même un peu spécial. Et puis alors, il a défendu une thèse extraordinaire pendant son procès, c'est qu'il défendait le crime philanthropique. C'est-à-dire que son idée, il a défendu l'idée pendant tout le procès en disant « j'ai tué ces pauvres enfants, mais finalement, je leur ai rendu service parce qu'ils auraient été malheureux plus tard. » Et ça, je trouve quand même que ça oui. Bon, voilà. Ce qui fait que c'est mon affaire préférée. Mais il y a l'histoire du crâne quand même, à ce propos. Non? Alors, ça, c'est une autre retombée. C'est qu'effectivement, il a été guillotiné devant 40 000 personnes, place de la Victoire, qui ne s'appelait pas la Victoire à l'époque. Oh, je précise à chaque fois pour pas qu'on m'accuse d'anachronisme. Donc, il est guillotiné devant 40 000 personnes au petit matin, et la tête, on ne sait pas où elle est passée. Parce qu'il faut dire que pendant de nombreuses années, les médecins bordelais s'occupaient, essayaient de reconnaître, il y a une théorie scientifique hein, qui est née à l'époque, là, qui maintenant, maintenant tout le monde trouve que c'est farfelu, là, l'idée c'était de dire on peut reconnaître les affinités ou les goûts au crime à la forme de la tête des gens. Parce que c'était quand même un peu... C'est un médecin allemand qui avait inventé ça, le docteur Gall. Et donc, à Bordeaux, il récupérait les têtes de chaque personne guillotinée pour ensuite les étudier et dire, ben voilà, il y a telle forme, oui, là, ben, il a telle bosse à tel endroit, donc c'est mauvais signe, voilà. Je vous signale que le terme, pour la petite histoire, quand on parle de la bosse des maths, ça vient de là, ça vient de cette époque-là. Ils avaient découvert que telle bosse du crâne, ça donnait une affinité pour les mathématiques. Donc, donc les crânes les têtes étaient récupérées. Oh, ça a duré presque jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein, alors les corps étaient enterrés à la Chartreuse, au cimetière de la Chartreuse, et les têtes étaient gardées à la faculté de médecine. Et donc, est-ce qu'elles y sont toujours ? Alors, je ne sais pas, et je fais un appel au peuple si quelqu'un les a déjà vus. Alors, vous savez qu'il y a eu à la faculté de médecine un musée des horreurs, hein, dans lequel on avait retrouvé la jambe de Sarah Bernard. Enfin, entre parenthèses, elle avait été
Amputé de la jambe gauche et c'est une jambe droite qu'on a retrouvée à Bordeaux, mais enfin bon, ça c'est pour... donc ça posait quelques problèmes quand même. Mais enfin, les crânes ont été récupérés, ils ont dû rester assez longtemps, je pense, à la Victoire. Et alors je sais pas, avec le déménagement de Pellegrin, alors je suis allé à Pellegrin, j'ai demandé, mais ils m'ont tous pris pour un fou furieux, quoi. Ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est que ce type-là qui vient récupérer demander un crâne qui date de 1840. Voilà, mais donc j'en sais pas plus. D'accord. Alors, il y avait une dernière question peut-être, enfin, sauf si vous avez bien sûr des questions à poser ensuite. J'ai l'impression, vous vous arrêtez à 1960. J'ai l'impression que depuis 1960, c'est-à-dire depuis 60 ans maintenant, il n'y a pas eu à Bordeaux autant d'affaires criminelles. Ah si, il y en a eu autant. Alors c'est pour le prochain livre. Alors, peut-être. Mais j'hésite un peu, je vais vous dire, j'en ai discuté avec l'éditeur, parce que, bon, admettons qu'on s'arrête, je sais pas, en l'an 2000, ça voudrait dire que ça ne fait que 23 ans. Et on peut avoir des gens qui sont blessés, des familles des victimes, ou même des familles des criminels d'ailleurs, parce que bon, tout le monde n'a pas envie de savoir que son grand-père est mort sur l'échafaud. Hein. Donc, j'étais pas très chaud pour ça. Donc, peut-être. Mais de toute façon, si jamais il y a une suite, on s'arrêtera très tôt. Enfin, je m'arrêterai très tôt à 1983. Parce que là, il y a eu des... Mais vous avez déjà répertorié les Alors, comme j'ai commencé à le faire, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moteur de recherche de Retro News ne le permet pas, puisqu'il s'arrête à peu près en 1950. Donc après, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment faire aller à tâtons, et j'ai recherché des histoires, c'est plus compliqué. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu autant d'histoires, ni plus ni moins qu'avant. Hein. Oui. Moi. Voilà. Vous les avez notés? Vous avez noté des choses? Je les note au fur et à mesure que j'en trouve un. Je fais comme une collection d'insectes. Vous compilez les articles de presse sur les... Je mets ça de côté. Je me dis ça peut servir un jour, on ne sait jamais. Hein. Voilà une histoire intéressante. Là, j'ai trouvé là, pas plus tard qu'hier, ici même, hein, puisque on accède quand même à Sud-Ouest numérique. Là, j'ai trouvé un milliardaire qui vivait comme un clochard, qui a été assassiné rue David Johnson en 1980. Et on n'a jamais trouvé le coupable. Et ce gars-là, c'est une histoire extraordinaire. Il possédait plusieurs immeubles dans Bordeaux, et puis ils l'ont retrouvé un jour mort au milieu d'un truc sordide. Il avait de la poussière, des rats qui traînaient dessus. Enfin bon, bref, je vous passe les détails parce qu'il va être l'heure d'aller souper là, alors d'aller dîner plutôt. Je voudrais pas vous couper l'appétit. Une remarque de l'éditeur sur ce livre? Daniel, c'est quelqu'un qui est venu avec une idée. Il avait déjà beaucoup travaillé son sujet et il a eu l'intelligence d'être à la fois campé sur un certain horizon d'attente, mais de pas non plus être refermé à des propositions, voilà, de réécriture. Mais moi, j'ai été vraiment séduit par son approche, son traitement en fait d'écriture, son rapport, sa présentation à l'os factuelle qui est très frontale. Il y a une forme, d'aucuns pourraient trouver que c'est un peu aride, effectivement, parce qu'il y a un traitement qui est très très rapide, très efficace. Mais justement, moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu. Et je trouve qu'ensemble, on a en fait. Moi, je considère que les bons livres se font d'une manière plaisante et facile. Ouais, c'est comme, je pense, pour des travaux d'écriture, des fois, quand ça devient trop un morceau de bravoure, ça veut dire que ça n'a pas sa place ou que c'est peut-être quelque chose qu'il faut cesser d'alimenter. Donc là, c'est vraiment un livre qui est le fruit d'une bonne entente. Et il y a aussi une troisième personne décisive qui n'est pas là avec nous ce soir, c'est Véronique Schiltz, qui est la graphiste et la directrice artistique du Festin. Qui a fait un gros boulot quand même. Hein. Qui a fait un gros boulot et qui a quand même proposé quelque chose qui est assez contemporain, qui accompagne en fait, qui donne en fait un petit peu une forme de justice au traitement de Daniel. Donc il y a
Il n'y a pas d'effet d'écœurement, il n'y a pas cette espèce de saturation, cette redondance et cette espèce de fatigue qui peut y avoir lié si vous avez 53 meurtres d'affilée. Bon, ça peut être un menu un peu roboratif. On n'est pas obligé de les lire tous le même soir. Hein. Non, pas du tout, mais là je trouve qu'il y a vraiment une proposition qui est formelle et à nouveau ça revient à ce que je vous disais en début d'échange, c'est la nécessité de faire dialoguer quand même le fond et la forme. Et je trouve que, en tout cas, via Daniel et à son travail et son écoute, on a réussi quand même à faire quelque chose plutôt de réussi.